Alors, une fois qu'on a décrit ce panorama d'outils financiers structurels, je reviens maintenant sur la trésorerie. En fait, une entreprise, on va être assez rapide sur ce sujet-là, mais elle est composée de trois cycles fondamentaux. Tout d'abord, un cycle d'exploitation qui est en fait le reflet économique et financier de son activité propre, c'est-à-dire de sa production, c'est-à-dire de son outil de production, c'est-à-dire de ses produits finis qu'elle va ensuite adresser à un marché. Et évidemment, tout l'environnement d'exploitation fournisseur et sous-traitants éventuellement, qui vont lui permettre eh bien, de pouvoir acquérir ces matières premières, si c'est une entreprise industrielle, qui va pouvoir acquérir des compétences externes, si c'est une entreprise de service, par le biais donc de partenaires extérieurs, des fournisseurs ou des sous-traitants. Ce cycle d'exploitation, sur le plan financier, va avoir évidemment un impact immédiat, ce fameux décalage entre le cash flow rentrant par les ventes de l'entreprise, par ses clients, et les échéances que l'entreprise va devoir honorer vis-à-vis de ses fournisseurs, vis-à-vis de ses salariés, vis-à-vis des organismes sociaux, vis-à-vis du fisc, mais vis-à-vis aussi des organismes prêteurs financiers dont on va parler aujourd'hui. Le deuxième cycle, c'est un cycle d'investissement. Alors lui, qui évolue selon une fréquence beaucoup moins quotidienne, beaucoup moins importante que les cycles d'exploitation, et qui est importante, ce cycle d'investissement, il doit s'appréhender de manière différente, puisqu'il s'agit pour l'entreprise d'être face à un décaissement important au moment de l'investissement, en faisant le pari que cet investissement va lui rapporter des cash flows futurs. Et on mesure la rentabilité d'un investissement en confrontant ces deux notions, d'une part, ce cash qui doit être sorti immédiatement pour en faire l'acquisition, et l'analyse des cash flows positifs que cet investissement va permettre à l'entreprise de générer dans le temps. Et c'est comme ça qu'on mesure cette performance et l'intérêt ou pas de faire un investissement. Et cet investissement fait l'objet, évidemment, d'un financement, normalement sur sa durée de vie. Et enfin, le cycle de financement, qui finalement couvre l'ensemble des deux autres cycles et qui devra pouvoir répondre, selon les besoins, court terme en exploitation, moyen-long terme en investissement, aux besoins de financement de l'entreprise. Tout ça se traduit inéluctablement par une chose, on dit que seul le cash ne ment pas, et c'est bien vrai, ça se traduit, vous voyez ici, par des flux entrants et sortants de trésorerie, qu'on appelle donc des encaissements et des décaissements. Et à partir de là, la situation, elle est extrêmement binaire et simple à comprendre. Notre trésorerie, elle se trouve soit en situation positive, et auquel cas le trésorier est dans une position confortable et va chercher plutôt à placer un petit peu sa trésorerie pour ne pas la laisser dormir. Mais elle peut être aussi, ça c'est le deuxième cas, négative, et là le trésorier va être dans l'obligation, de façon réactive, de trouver au niveau des banques, et pour les plus grandes entreprises sur les marchés financiers, des ressources immédiates pour pouvoir remettre sa trésorerie à flot. Alors, ce qu'il est important lorsqu'on appréhende la problématique de trésorerie dans une entreprise, c'est-à-dire lorsqu'on est véritablement en recherche, soit par anticipation, soit en réaction dans une situation critique, en recherche de trésorerie, il faut d'abord faire l'inventaire de tous les leviers disponibles, s'assurer qu'on les a tous actionnés, pour ceux d'entre eux qui le sont, actionnables, avant d'alerter le banquier. Ces leviers disponibles, c'est d'abord, et évidemment je contextualise mon propos au niveau des mesures exceptionnelles mises en place par les pouvoirs publics dans le cadre de la crise coronavirus. On en a déjà parlé, ce fameux PGE, ce prêt garanti par l'État, et j'ai trouvé intéressant peut-être de faire un petit focus là-dessus ce matin pour éclaircir certaines questions qui s'étaient posées la dernière fois. D'autant que depuis qu'on a parlé, le gouvernement a émis un certain nombre de précisions. Et donc, voilà, je vous ai fait un petit condensé de ces informations. Alors, on rappelle, le PGE, toute entreprise, et notamment les PME au sens du règlement européen, sont éligibles, toutes ces entreprises, au PGE. Alors, le règlement européen, pour dire qu'une entreprise est une PME, il faut qu'elle soit inférieure en effectif à 250 salariés et qu'elle ait un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions de chiffre d'affaires ou un poids d'actifs inférieur à 43 millions.
De fait, et malheureusement, certaines entreprises se voient exclues de ce dispositif PGE. Il s'agit des entreprises dites en difficulté. Alors, c'est là qu'il faut bien comprendre la problématique du PGE. Vous avez d'une part l'État qui, par voie d'ordonnance, a légiféré extrêmement vite pour mettre en place ce dispositif et qui a promulgué également une loi de finances rectificative pour intégrer ces dispositifs. Et là, l'État s'est exprimé par des textes de loi et donc a décrit, dans un certain article et alinéa, sa définition de l'entreprise en difficulté. Et là, vous allez voir, c'est extrêmement simple. L'État est très clair. Un seul critère a été retenu pour juger une entreprise en difficulté, c'est la procédure collective. Donc, c'est très simple, c'est binaire là aussi. L'entreprise est en redressement ou liquidation judiciaire par voie d'ouverture de jugement, et là, elle n'est pas éligible. Et dans tous les autres cas, sur le plan juridique, elle est éligible. On va même plus loin dans la précision, c'est que sont exclus de ce dispositif uniquement les entreprises dont la procédure collective de redressement ou de liquidation a été ouverte au 31 décembre 2019. Par extension, une boîte qui se verrait déposer le bilan le 2 janvier avec une ouverture de jugement le 2 ou 3 janvier de redressement judiciaire continue à être éligible au PGE, c'est important de le retenir. On va même plus loin puisque même pour les entreprises qui se trouvaient en redressement ou en liquidation judiciaire avant le 31 décembre dernier, si entre-temps, entre l'ouverture du jugement et aujourd'hui, eh bien un tribunal a ouvert en faveur de cette entreprise, c'est ce que j'ai mis là, un plan de sauvegarde ou de redressement par arrêté officiel, par jugement, à ce moment-là, elle se revoit éligible, elle se voit être à nouveau éligible dans le dispositif. Voilà. Donc, c'était important de préciser ça parce qu'il ne s'agit pas de dire la boîte est vraiment défaillante, elle a même déposé son bilan. Il faut analyser les dates. Et même une boîte qui a déposé cette année, au premier trimestre, va pouvoir bénéficier au sens de l'État, au sens de la loi française du PGE. Le problème, c'est qu'il y a un deuxième axe d'analyse. Ce deuxième axe d'analyse, c'est la banque. Alors, je rappelle que le PGE est un prêt garanti par l'État, comme son nom l'indique, mais ce n'est pas pour autant un prêt d'État. Le PGE est un prêt bancaire et c'est donc la banque qui va décider d'accorder ou pas en dernier ressort. Nonobstant la loi et le texte de loi et les critères d'inclusion ou d'exclusion définis par l'État. C'est ainsi que si la banque juge la situation de l'entreprise trop dégradée ou compromise, elle pourra, en droit, lui refuser ce PGE. C'est le cas des boîtes qui auraient fondu leurs fonds propres, qui se trouveraient en position de fonds propres négatifs durablement. La banque a le droit de refuser le PGE. Et voilà pourquoi l'analyse passe in fine par la banque et que l'entreprise ne pourra pas opposer à la banque un refus à travers les critères uniquement de la loi, mais malheureusement, il faudra passer par les fourches codines de la banque. Et voilà pourquoi, eh bien, selon les banques, les postures pourront être plus ou moins favorables ou défavorables à l'octroi de prêts garantis par l'État, selon le niveau de difficulté qu'elle analysera, les difficultés des entreprises. Voilà, je tenais à faire cette petite précision. Je vous engage à aller sur le site de Bercy, qui met à jour régulièrement un document de FAQ, qui est très bien fait, qui est regroupé par thématique. Et là, vous allez retrouver quasiment toutes les réponses aux questions que vous pouvez vous poser sur le PGE. C'est intéressant. Et surtout, avant d'en discuter avec les instances financières, c'est bien de se tenir au courant des mesures et de leur application. Alors, parmi les autres leviers disponibles, évidemment, il y a le report des échéances d'emprunt sur 6 mois, mais ça, tout le monde le sait. Et ça, c'est quasiment automatique. Vous êtes engagé sur un prêt à moyen terme avec votre banque. Vous pouvez suspendre les remboursements pendant 6 mois. Et évidemment, ça aura pour effet, c'est pas gratuit, je vous rassure, ça aura pour effet de rallonger la durée de votre prêt et de réinclure évidemment le taux d'intérêt, même s'il n'est pas très important, de l'étaler en fait sur le reste à couvrir de l'emprunt. Autre levier disponible, évidemment, il faut avoir reporté ses charges sociales et fiscales autant que faire se peut. Ça paraît évident. Mais avant d'aller voir la banque pour demander un découvert, il faut avoir pris toutes ces mesures. Évidemment,
rapporté à l'activité et au niveau d'activité et d'inactivité de l'entreprise, inactivité contrainte, il y a le levier, bien entendu, de la mise en chômage partiel des salariés. Donc ça, je pense que tout le monde est au courant. Et évidemment, une autre mesure qui est le gel des loyers et des factures d'énergie, puisque récemment, l'État a même augmenté cette mesure en permettant aux entreprises de solliciter leurs bailleurs, publics et privés, et d'actionner une garantie d'État par rapport aux loyers qui seraient suspendus. Ensuite, alors là, on rentre vraiment dans la mécanique interne de la boîte. On n'y pense pas toujours, mais il faut impérativement prioriser les factures fournisseurs. Alors évidemment, selon certains critères, vous avez des fournisseurs qui ne sont pas du tout au même niveau, sur le plan stratégique, sur le plan de ce qu'ils pèsent sur votre compte d'exploitation. Ben, il s'agit évidemment de faire une hiérarchisation. Quels sont les fournisseurs qu'il va falloir payer en priorité parce qu'ils sont vraiment stratégiques et ceux avec lesquels on peut un petit peu négocier un report d'échéance. Donc, surtout faire ce travail de prioriser les dettes d'exploitation et les factures fournisseurs. Ensuite, une fois qu'on a fait tout ce travail, regarder, s'intéresser à la capacité qu'a l'entreprise éventuellement de mobiliser ses créances. Alors, c'est un mécanisme qui est très courant dans les entreprises pour le financement court terme, par plusieurs outils. L'un des plus connus, c'est la cession l'OADI, c'est-à-dire que l'entreprise émet ses factures vis-à-vis de ses clients et n'attend pas le délai de règlement de son client, va voir la banque et sous certaines conditions, la banque va pouvoir admettre en cession d'AI ses factures et faire l'avance à l'entreprise des fonds et ensuite, par un mécanisme de virement de compte, une fois que le client règle son échéance, évidemment, la banque est remboursée moyennant le prélèvement d'un taux d'intérêt qui est pas aussi faible, évidemment, qu'un prêt à long terme, mais qui reste encore, et selon les banques là aussi, qui reste accessible. La loi d'AI, il faut le savoir, est de plus en plus boudée par les banques, qui, pour la plupart, ont créé des filiales de type factor, on va en parler, et donc qui amènent plus volontiers leurs clients à faire du factoring, de la facturage, plutôt que de la loi d'AI. Mais le principe, mécaniquement, reste grosso modo le même si sur un plan juridique et commercial, on va le voir, les choses sont un petit peu différentes. Alors ensuite, il y a un outil qui est formidable, mais qui malheureusement ne concerne que certaines entreprises, c'est le mécanisme de financement d'AI par BPI France, qui s'appelle Avance Plus. Il est intéressant parce qu'il coûte quasiment rien, le taux d'intérêt est vraiment très très faible. En revanche, il ne va être réservé ce dispositif qu'aux entreprises qui disposent de marchés ou de commandes auprès de grands donneurs d'ordre publics. Alors tous les marchés publics sont éligibles, évidemment, que ce soit l'État, la région, les collectivités. Et ensuite, au niveau des marchés privés, seuls les grands donneurs d'ordre, là on va retrouver les grosses boîtes, les grands groupes du BTP, les boîtes comme Orange, les grosses multinationales qui sont éligibles. Et donc là, il est intéressant de mobiliser ces créances auprès de BPI France. Voilà, ça je vous invite si vous avez la chance d'évoluer sur ces marchés. Et ensuite, voilà, votre banquier va avoir tendance, si vous vous adressez à lui au niveau, sur cette thématique de mobilisation de créances, de vous orienter vers son factor. Alors là, il faut faire un petit peu attention parce que lorsqu'on rentre dans le factoring, on vend un petit peu, non pas son âme au diable, mais ses clients au factor, c'est un petit peu inconfortable. Moi, j'en ai eu l'expérience à manipuler avec précaution. D'abord, vous avez une réserve de garantie, c'est-à-dire que le facteur ne va pas vous financer 100% des créances cédées, mais ce sera plutôt autour de 85-90%. Et il va retenir une retenue de cash, de garantie sur votre portefeuille de créances. Ensuite, c'est un service assez cher parce que là, vous cédez non pas une facture, mais vous allez céder le compte client. Et c'est le facteur qui va s'occuper du recouvrement des créances. Alors d'un côté, c'est confortable, parce que vous n'avez plus à faire la relance de vos clients. Attention tout de même parce que l'efficacité est plutôt moyenne en recouvrement, puisque c'est quand même l'entreprise qui est la plus proche de son client pour pouvoir recouvrer les créances. Ensuite, le facteur va vous prendre
un taux de commission de service extrêmement élevé. Et ensuite, sur le plan de l'impact commercial, ça peut être assez désastreux. Certains clients n'appréciant pas d'être non plus face à vous, mais face au facteur. Et donc, vous pouvez avoir des retours de flamme assez négatifs, sans compter l'image également d'une entreprise qui mobilise trop ses créances et qui donne une image un petit peu de fragilité à son client qui, sur le plan commercial, vous le comprendrez, n'est jamais très bon. Alors ensuite, l'autre instrument, c'est, ben voilà, on y est, d'aller voir la banque et de solliciter un crédit de trésorerie. Alors, ces crédits de trésorerie, il y en a de plusieurs sortes. Hein. Je ne vais pas faire l'inventaire de tous les instruments, ça n'a pas d'intérêt, mais les principaux. Alors, vous avez la facilité de caisse. Ça, c'est un outil extrêmement ponctuel. Hein. C'est réservé, vous avez un décalage. Vous avez une grosse tuile, là, mais vous allez re-rentrer dans les clous dans quelques jours, quelques semaines. À ce moment-là, ça peut être intéressant. Et là, le banquier va vous autoriser à être débiteur, mais quelques jours par mois seulement. Le solde devant redevenir créditeur, in fine. Donc, c'est un instrument très ponctuel. Vous avez alors, ça, tout le monde le connaît, hein, le fameux découvert autorisé. Il est adapté à un besoin de trésorerie récurrent, hein, c'est-à-dire que vous êtes en difficulté de trésorerie, vous avez fait des projections qui montrent que pour 3-6 mois, vous allez avoir du mal à sortir la tête de l'eau, mais que vous avez la quasi-certitude au vu de votre carnet de commandes d'en sortir. À ce moment-là, on va vous accorder un découvert. Alors ce découvert, il va être contraint et cadré à la fois dans le niveau financier qu'on va vous accorder et dans le temps. Donc c'est souvent une autorisation qu'on va vous donner pour 6 mois, parfois 1 an. Mais quoi qu'il en soit, arrivé au bout de ce découvert, à l'échéance, et si vous avez à nouveau besoin de nouveau découvert, il va falloir le renégocier et la banque, à ce moment-là, a toute faculté de vous le refuser. Attention cependant sur 2 points. Le premier, c'est que le montant accordé va être assez lié vis-à-vis du banquier au montant des flux que vous allez lui confier. Si vous avez plusieurs banques, eh bien, ça va être une contrepartie, une monnaie d'échange. Il va vous dire, OK, moi je vous accorde une autorisation de découvert, mais en contrepartie de quoi? Eh bien, pendant l'année qui vient, vous allez me confier la plupart des flux. Alors ces flux, soit les flux entrants, soit les flux sortants. Voilà, ça c'est une négociation qui est souvent corrélée avec la demande de découvert. Attention aussi au fait que lorsque vous allez dépasser la barre, la frontière de ce que vous autorise le découvert, là c'est la fête pour le banquier puisque non seulement le taux d'intérêt va passer de 7,8 à 16, voire 17%, mais ça va vous occasionner, pardon, j'ai du mal à parler ce matin, des frais de dossier, des pénalités et même parfois des rejets et des frais qui vont se cumuler à ces rejets. Donc c'est une situation qu'il faut absolument éviter lorsqu'on a une autorisation de découvert. On se débrouille comme on veut, mais ne jamais le dépasser. Voilà. Et surtout, alors là c'est la petite astuce du banquier, toujours raisonner comme le banquier, donc non pas en date d'opération, mais en date de valeur. Hein, donc je ne vais pas vous faire un cours sur la gestion de trésor, mais apprenez à raisonner en date de valeur, parce que c'est sur les dates de valeur que le banquier va calculer votre découvert et non pas sur vos dates d'opération. Alors, ce qu'il faut retenir de ces instruments financiers de trésorerie de court terme, c'est que, quoi qu'il en soit, quel qu'il soit, ils ne peuvent jamais constituer une solution durable. Okay, pas mal de boîtes, de ma connaissance, hein, et j'ai même pratiqué à une époque, on s'installe dans une certaine routine financière qui fait que on est habitué au long cours à financer nos besoins de trésorerie par le court terme. C'est pas une bonne solution parce qu'elle n'est pas durable et elle est chère. Elle est chère en termes de frais de dossier, elle est chère en termes de taux d'intérêt, d'AGIO, et elle est très chère au niveau de l'impact que ces découverts vont avoir au niveau des commissions bancaires trimestrielles et notamment au niveau des commissions de plus fort découvert. Donc, de vous à moi, le banquier va chercher de temps en temps, pour pas dire assez fréquemment, à fourguer du court terme. C'est son métier, donc il ne faut pas lui en vouloir surtout. C'est un instrument financier qui, pour le banquier, est, vous le comprenez, plus rémunérateur qu'un emprunt à 1,5%.
Pour autant, il ne va pas l'accorder, pardon, ces découverts à n'importe quelle condition, vous savez. Et pour les raisons d'exposition au risque, y compris juridique, que la banque prendrait, il ne pourra pas lâcher du découvert à blanc comme ça, dans n'importe quelle condition, mais pour autant, ça reste un produit profitable pour lui. Alors, le découvert et le blanc ne sont pas des solutions durables, même si elles peuvent dépanner, parce qu'évidemment, c'est la banque qui a complètement la maîtrise du jeu, et elle peut, je vous le rappelle, décider unilatéralement d'interrompre l'autorisation de découvert par une simple lettre, qui est une lettre d'échéance du terme, et qui vous contraint à rembourser le découvert dans les 60 jours. Donc, autant vous dire que c'est pas confortable, surtout si vous êtes habitué à vivre sur du financement court terme. Donc, conclusion, l'entreprise doit avant tout considérer ses besoins de financement structurels qui lui permettent de renforcer ses capitaux permanents et son fonds de roulement, on l'a vu au début de l'exposé, et de dégager surtout à travers ce raisonnement financier de moyen long terme, de dégager une marge de sécurité de façon à être toujours en position de trésorerie positive, c'est-à-dire que le fonds de roulement soit toujours supérieur aux besoins de fonds de roulement.